messieurs les académiciens, chers collègues et mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Sidney Aufrère pour m'avoir invité il y a quelques semaines de cela à intervenir sur un sujet qui vous paraîtra sans doute bien plus léger que ceux abordés par mes prédécesseurs. Donc considérez cette intervention comme étant une sorte de petit intermède. En effet, nous allons nous aventurer sur un terrain qui est absolument foisonnant et protéiforme et qui appartient au champ de ce qu'on appelle l'égyptomanie. Et nous allons emprunter ce chemin qui est celui de la Toutmania, un terme qui fait référence à cette mode de l'Égypte antique suite à la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon en 1922. Deux autres termes peuvent se rencontrer également, outre la Toutmania. On parle aussi parfois de Toutankhamonite, on pourrait presque rajouter le mot aigu dans certaines périodes, ou encore de folie pharaon. Alors, puisque 40 minutes est assez court pour pouvoir vous présenter un panorama de ce vaste sujet, j'ai préféré faire quelques choix et notamment m'attarder sur certains sujets qui sont peut-être moins convoqués dans les ouvrages ou autres catalogues. Alors bien sûr, comment ne pas commencer tout de même cette intervention en ne rendant pas hommage à celui sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous avons eu des présentations magnifiques hier à ce sujet. Et effectivement, Champollion est véritablement celui qui a mis en place l'égyptologie moderne. Il a largement contribué à la naissance de l'égyptologie scientifique, et les successeurs également, particulièrement Auguste Mariette ou Gaston Maspero, qui par leurs travaux, leurs publications et également leur présence, notamment dans les expositions universelles parisiennes, ont aussi, à leur tour, permis de développer énormément de motifs liés à l'Égypte antique. Néanmoins, il y a eu, bien depuis longtemps, déjà des premières vagues qu'on a appelées égyptomaniaques. En fait, il s'avère que l'égyptomanie a commencé dès la fin de l'Égypte ancienne, à l'époque romaine. Il y a eu tout un intérêt particulier par les Romains pour l'Antiquité égyptienne, d'où l'énormité de statues, de motifs, d'éléments égyptiens qui sont ainsi parvenus jusqu'en Italie. Plusieurs cultes se sont installés et on retrouve une foule de petits éléments un peu partout. On a par exemple retrouvé des serviteurs funéraires égyptiens dans des tombes mérovingiennes. Rien d'étonnant à cela, puisque ces éléments-là étaient déjà tout de même assez bien connus. Il y a également aussi tout cet intérêt de l'Égypte qui se retrouve particulièrement à la Renaissance. L'Égypte n'est pas morte, loin de là. Et vous retrouvez comme ça cette utilisation de certains motifs. Alors ici, je vous ai mis un petit détail de la porte du paradis du baptistère de Florence, où on retrouve l'histoire de Noé et la présence en fait de la grande pyramide juste derrière de Khéops, qui était perçue comme étant l'arche de Noé. Si vous allez un jour également à Venise, dans la basilique Saint-Marc, en levant les yeux sur l'une des petites chapelles, vous aurez une magnifique mosaïque qui vous présente les pyramides d'Égypte comme étant tout simplement les greniers de Joseph. Et donc ce motif-là a été très largement repris et a notamment aussi très largement permis à beaucoup de savants de s'intéresser aux hiéroglyphes et à la civilisation égyptienne antique. Et puis bien sûr, on l'a vu notamment hier, la fameuse expédition d'Égypte du général Bonaparte qui, en faisant cette moisson absolument extraordinaire, a lancé cette mode du retour d'Égypte avec une reprise des éléments, notamment de la description, dans le mobilier, la mode, les bijoux et énormément d'éléments. Alors, j'adopterai surtout, pour parler d'égyptomanie, et on en a parlé un tout petit peu ce matin avec Livia, cette définition qui est celle de M. Jean-Marcel Imbert, qui est de loin le plus grand spécialiste des mouvements égyptomaniaques. Donc, nous allons rester sur cette idée de concept qui recouvre toutes les réutilisations d'éléments décoratifs et de thèmes empruntés à l'Égypte ancienne dans des formes et des objets variés, sans rapport avec leur utilisation et leur raison d'être d'origine. Et vous allez voir que l'on peut retrouver le meilleur comme parfois le pire. Alors, revenons tout de même au point qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la découverte de la tombe de Toutankhamon. Nous sommes en novembre 1922. Howard Carter fouille dans la Vallée des Rois pour cette toute dernière mission le 1er novembre. Le 4 novembre, le porteur d'eau, le jeune porteur d'eau de 10 ans de l'équipe, trouve la première marche de la tombe en creusant un trou pour caler une jarre d'eau pour pouvoir apporter cette boisson rafraîchissante aux membres de l'équipe.
1922 n'est pas une date anodine, puisque nous sommes pile 100 ans après la lettre à Monsieur Dacier de Jean-François Champollion. Nous sommes également 4 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est un élément extrêmement important aussi à souligner. Nous sommes également d'un point de vue artistique en pleine vague art déco. Et 1922, c'est également la toute première année de l'Égypte en tant que royaume indépendant. Même si la Grande-Bretagne garde tout de même la main sur des éléments absolument essentiels, c'est-à-dire le contrôle du canal de Suez, et également la main sur la défense et les affaires étrangères. Toutankhamon arrive donc à un instant on ne peut plus charnière. On pourrait parler de coïncidence, ce qui me fait furieusement penser à Paul Éluard, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Et donc ce rendez-vous avec Toutankhamon, et notamment un rendez-vous avec Howard Carter, l'archéologue qui est en charge de ces fouilles, et dont le mécène, Lord Carnarvon, a accepté de faire cette toute dernière campagne dans la Vallée des Rois, considérant que le filon était parfaitement épuisé. Vous avez également, je vous ai mis sur le côté, les principaux membres de l'équipe qui entourent Howard Carter, et vous avez sans doute pour la première fois une équipe absolument complète, résolument scientifique, avec la présence d'un chimiste qui va pouvoir notamment étudier les objets sitôt la sortie de la tombe. Vous avez également plusieurs égyptologues, certains qui sont davantage philologues, des architectes, un photographe, qui a été d'ailleurs d'une importance considérable pour pouvoir figer les scènes qui ont été retrouvées dans la tombe, et également ce dernier personnage qui est très souvent oublié dans les publications, M. Richard Adamson, qui était gardien de la tombe de 1922 à 1929. On lui doit d'avoir protégé la tombe d'éventuels pilleurs. Il passait en fait les nuits dans l'antichambre de la tombe en passant des disques d'opéra sur un gramophone qui lui avait été fourni par Howard Carter. Et il signale d'ailleurs que le grincement des airs de musique qui s'échappaient de la tombe aurait suffi à terroriser n'importe quel bandit. Voici donc la tombe telle qu'elle se présentait. Vous êtes face à une tombe qui n'est absolument pas une tombe royale. Elle a plutôt l'air d'ailleurs d'être une sorte de petit cagibi. Mais dans ce petit cagibi, il y avait à minima 5398 objets, selon l'inventaire, le dernier inventaire. Il y avait beaucoup plus d'objets au départ, puisque la tombe a été pillée 2 fois dans l'Antiquité. Et il faut aussi le reconnaître, Howard Carter et Lord Carnarvon ont également prélevé quelques objets. Pour pouvoir en quelque sorte se payer et payer un petit peu tous leurs efforts. Certains objets qui appartenaient à Howard Carter sont repartis par la valise diplomatique au Caire, à sa mort, et d'autres objets en fait ont été vendus et sont aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Mais le cartel n'indique pas la présence de la tombe de Toutankhamon pour des raisons diplomatiques. L'exploration de la tombe a pris de très nombreuses années. Et c'est là aussi où nous voyons la différence avec les anciennes fouilles archéologiques. Nous ne sommes plus dans quelque chose de presque industriel. Cette fois-ci, on prend son temps. Et donc, depuis la première marche dégagée, il faudra attendre, par exemple, 1927 pour voir le dégagement de l'annexe au grand complet. Les derniers objets de la tombe qui seront sortis pour aller au musée du Caire, ce sera en 1930, c'est-à-dire 9 ans avant la mort d'Howard Carter. Au printemps 1932, certains d'ailleurs objets qui avaient été restaurés un petit peu à Luxor seront définitivement arrivés au musée du Caire. Et donc cette première tombe découverte absolument extraordinaire a tout de suite été un élément capital, et notamment l'information est tout de suite partie en direction de Lord Carnarvon et puis effectivement aux journaux. Alors la question de la presse est absolument cruciale. Hop là. Voilà. La question de la presse est absolument cruciale, puisqu'effectivement, beaucoup de journaux se sont tout de suite approchés de Carter et de Lord Carnarvon pour tenter d'avoir une exclusivité et d'être les premiers à pouvoir publier certaines photos. Alors, un ami de Howard Carter qui s'appelait Arthur Merton, étant correspondant du Times, a réussi à négocier cette exclusivité pour une somme de 5000 livres sterling, ce qui est quand même une somme assez considérable. Il a également accepté de verser 75% des profits des ventes des journaux pour pouvoir permettre le financement de la fouille. Lord Carnarvon dira d'ailleurs « Je pense que le Daily Mail aurait pu donner plus, mais finalement le Times est le journal le plus connu du monde. » Voilà. Alors malheureusement, les choses ne se sont pas passées dans
Le meilleur des cas, puisque cette exclusivité a causé un très fort ressentiment. Du côté des autres journalistes qui s'étaient bien sûr précipités devant la tombe, journalistes égyptiens et journalistes étrangers n'ayant pas accès aux photos ou à la tombe, tous les coups étaient permis pour pouvoir glaner des informations ça et là et tenter de décrocher un scoop. La personne qui a été notamment à l'origine de toutes ces petites anecdotes que l'on va retrouver par la suite, un cobra qui aurait attaqué l'oiseau d'Howard Carter, un chacal qui aurait fait une intrusion dans la tombe, ou une inscription qui aurait été trouvée par Howard Carter et qui menacerait de malédiction les gens qui rentrent dans la tombe, eh bien, sont en grande partie dues à un égyptologue qui était un collègue de Howard Carter, qui s'appelait Arthur Weigall, et qui pensait effectivement pouvoir, en tant que correspondant du Daily Mail, avoir également ses entrées dans la tombe. Howard Carter ne lui a jamais permis d'entrer dans la tombe, le considérait même comme un intrus, et donc les coups bas les plus terribles sont venus d'Arthur Weigall, qui a sorti comme ça quelques histoires fantastiques, sans doute par vengeance. Et pour vous dire à quel point les choses ont pris des proportions absolument extraordinaires, vous avez ce type d'illustration que l'on retrouve très souvent dans tous les magazines de l'époque, où vous avez en quelque sorte la mise en place d'une surenchère. Bien sûr, certaines photos ont commencé à sortir sur certains objets. Par exemple, ici, on peut retrouver le coffre, les premiers lits qu'on peut retrouver dans l'antichambre, ou ces grands vases en albâtre sculptés, mais ils sont mis dans une disposition différente, et surtout, on rajoute un décor qui n'existe pas, et la fameuse scène de Howard Carter avec Lord Carnarvon faisant un petit trou dans le mur et faisant juste avancer une petite bougie se transforme en projecteur absolument extraordinaire avec une vue énorme sur l'ensemble de la scène, tout éclairé. Nous étions très très loin de ça. Dans d'autres cas, vous avez par exemple cette espèce de vue pour vous replacer en fait la tombe dans la vallée des rois, sauf que vous vous retrouvez avec un plan qui ressemble à une estafilade. Les objets sont tous bien en ordre. On trouve par exemple posé sur le côté une magnifique harpe. Et voilà, différents éléments qui ne ressemblent absolument pas au plan de la tombe ni au type d'objet découvert. Autre petite chose, et je pense que Howard Carter en aurait été très blessé, ce magazine Popular Science de mai 1923 souligne que Howard Carter est un Américain. Voilà, c'est un Britannique. Déjà, la qualité de l'information. Il y a plusieurs raisons pour cet engouement général. Alors bien sûr, certains vont vous paraître fort évidents. Il y a bien sûr déjà l'idée du tombeau dissimulé pendant des millénaires qui abrite un remarquable trésor, une sorte de capsule temporaire. Il y a ensuite la quête d'éternité et la question de la mort, qui interroge aussi tout vivant et qui, après le XIXe siècle, est toujours une question absolument cruciale. Il y a aussi, bien sûr, l'image de l'Égypte ancienne, transmise depuis la fin de l'Antiquité dans la culture européenne, et notamment via la Torah et la Bible, puisque la plupart du temps, les gens ont entendu parler de l'Égypte avec les grandes figures de Moïse, et notamment avec le fameux pharaon de la Bible. Il y a également aussi cette idée d'accès à une intimité royale, qui crée un sentiment de proximité grâce aux objets personnels retrouvés dans le viatique, et également le sentiment de sympathie pour un monarque qui finalement est décédé très jeune, avant 20 ans. Et il ne faut pas oublier que juste après la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup de gens ont trouvé en Toutankhamon une sorte de lien avec toute cette jeunesse qui avait été fabriquée qui avait été sacrifiée dans les tranchées. Et puis, d'un point de vue marketing, il y a également la possibilité de récupération et d'exploitation des motifs antiques à but lucratif. Et n'oublions pas également une série de décès qui, amplifiée, permet d'invoquer l'existence d'une malédiction qui toucherait tous les profanateurs. Et alors, il y a eu comme ça dans beaucoup de journaux ces articles parlant justement de cette malédiction. La grande romancière de l'époque, qui s'appelait Marie Corelli, avait prédit la mort de Lord Carnarvon en 1923. Elle explique « Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous courons des risques à violer la tombe d'un pharaon d'Égypte et de le déposséder de ses trésors. D'après un livre très rare que je possède et qui n'est pas au British Museum, intitulé L'histoire égyptienne des pyramides, un châtiment exemplaire poursuit tout intrus profanant une tombe scellée. » Alors, sachant que Lord Carnarvon était extrêmement malade, prédire sa mort était quand même quelque chose, de... Elle ne s'avançait pas sur un terrain, entre guillemets, inconnu. Alors, il y a également aussi cette phrase, quand même très lourde de sens, de la part de Lady Winifred Buckley, qui était la sœur aînée de Lord Carnarvon, un récit dont l'ouverture ressemble à celle de la caverne d'Ali Baba et qui s'achève comme le mythe de Némésis ne peut que ravir l'imagination de toutes
de toutes et de tous. Et il est vrai que c'est majoritairement la raison pour laquelle la tombe de Toutankhamon est connue. Vous allez avoir une série de décès qui, somme toute, sont assez naturels, mais qui, effectivement, pris bout à bout, et surtout en système de feuilleton, a très largement fait connaître la tombe de Toutankhamon pour de mauvaises raisons. Bien sûr, le premier, c'est Lord Carnarvon. Le 5 avril 1923, il meurt à 1h45 du matin au Caire. L'idée qui a été transmise par pas mal de journaux explique que les lumières du Caire s'éteignirent au même moment et qu'à Londres, sa chienne Suzy aurait hurlé de douleur ou alors serait tombée raide morte. Pour tous ceux qui ont vécu au Caire, les coupures d'électricité sont tellement courantes que cela ne veut pas dire grand-chose. Puis, le 10 juillet 1923, Ali Kemal Fahmy meurt. C'était un prince égyptien qui avait visité la tombe. Il a été assassiné d'un coup de pistolet par sa femme française. Deuxième drame. Le troisième, le 26 septembre 1923, Aubrey Herbert, qui est en fait le jeune demi-frère de Lord Carnarvon, meurt à son tour. Et puis, le 9 septembre 1924, le professeur Hugh Evelyn White, que vous avez tout en bas, collaborateur de Carter, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la chambre mortuaire et qui souffrait malheureusement de dépression nerveuse, se pend. Quatrième. Le cinquième, le 26 mars 1926, Georges Bénédicte décède peu après avoir visité le tombeau de Toutankhamon d'une congestion. Là encore, les journaux se sont très largement emballés. Puis, c'est le tour d'Arthur Mace, qui était aussi un archéologue anglais, qui avait aidé Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, meurt sans aucune cause apparente. Et enfin, Richard Bethel, qui était aussi un assistant de Carter, qui meurt le 15 novembre 1929, de cause naturelle, c'était un accident vasculaire à l'âge de 35 ans. Sauf qu'à l'annonce de sa mort, son père, Lord Westbury, se suicide en sautant du 7e étage. Et sur le chemin du cimetière, le corbillard du Lord a en fait écrasé par accident un enfant de 8 ans. Voilà. Alors, il y a eu une suite tout de même à tout cela. Il y a d'autres personnes tout autour qui ont également sont morts. Et pour vous dire, en 1967, Mohamed Mehri, qui était le directeur du département des antiquités égyptiennes au musée du Caire, est décédé subitement d'une hémorragie cérébrale juste après avoir signé l'accord de sortie du trésor de Toutankhamon pour l'exposition du Petit Palais. Et en février 1972, Gamal Merzer, le successeur de Mohamed Mehri, meurt à 52 ans d'une hémorragie cérébrale juste après la signature d'une exposition à Londres. Nous avions très peur pour notre collègue en 2019 pour l'arrivée du trésor de Toutankhamon à Paris. Il va bien. Alors, mis à part cette pseudo, entre guillemets, malédiction, il faut dire qu'il y a eu, heureusement, d'autres personnes qui ont très largement permis à la Toutmania de s'installer, et notamment aussi une tête couronnée, la reine Élisabeth de Belgique, qui a eu une passion pour Toutankhamon dès la découverte. Elle était présente quand même assez rapidement dans la tombe. Elle avait été invitée notamment par Lord Carnarvon, et elle a d'ailleurs eu comme cadeau un petit bout du voilage qui était par-dessus le tombeau de Toutankhamon dans la chambre funéraire. Le voilage étant entièrement disparu, ce petit bout qui avait été découpé par Carnarvon est le dernier vestige de ce fameux voilage. Elle s'en servait comme marque-page pour ses livres. La reine Elisabeth est venue de nombreuses fois en Égypte. Elle embêtait de temps en temps Howard Carter à vouloir toucher tous les objets et à s'immiscer un petit peu dans l'étude de certains objets, et elle était accompagnée d'un monsieur très important qui s'appelait Jean Capart. Jean Capart, qui était un grand égyptologue belge et qui est maintenant indissociable de la figure de Toutankhamon. Il a fait énormément de conférences, écrit des livres sur le sujet. Vous avez ici ce très joli hommage par un illustrateur belge qui l'a représenté, se dirigeant vers la déesse Nerbet et le pharaon Toutankhamon juste derrière. Et honneur absolu, il a servi de modèle pour deux personnages emblématiques de la bande dessinée, le professeur Bergamote dans Tintin et les 7 boules de cristal, qui est en fait l'histoire de Toutankhamon, mais transposée dans le monde inca pour éviter en quelque sorte habituer le public. Et également le professeur Gross Gravenstein dans le mystère de la Grande Pyramide. Ces deux personnages étaient en fait voilà, je vous les montre, était effectivement en fait l'image même de Jean Capart et qui d'ailleurs aussi voilà, a très largement aidé dans toutes ces histoires de malédiction.
Alors, la reine Elisabeth nous a également offert des instants extraordinaires, notamment une réception chez Toutankhamon qui a eu lieu en mars 1926. Le carton d'invitation a l'air d'avoir été rédigé par un scribe des temps modernes. Et il faut dire que ce grand dîner au palais a été absolument extraordinaire. Tout le monde a été déguisé. Vous avez ici une image de la princesse Marie-Josée, qui était la dernière reine d'Italie, avec un large collier, un miroir, bouquet de fleurs. Ça a été un succès absolu, tant et si bien que Jean Capart a été appelé pour pouvoir faire une autre fête égyptienne, mais cette fois-ci au Caire. Et cela a engendré d'ailleurs toute une mode des déguisements. Et donc, ces robes nouvellement créées ont fait que beaucoup de personnes ont choisi de se déguiser en égyptien lors de toutes ces folles soirées que nous trouvions entre les années 20 et les années 30. Vous avez ici plusieurs éléments, types de costumes qui sont très souvent représentés dans plusieurs petites gazettes. Vous avez ce costume de pharaon, avec cette pose qui essaye de reprendre une pose un peu plus à l'égyptienne. Vous avez cette débutante qui a gagné un prix pour son costume à Monte-Carlo lors de son bal, son grand bal, ou encore ce type de famille anglaise déguisée en famille égyptienne avec des petits drapés et des petits colifichets. Alors, les bals également ont eu parfois des choses absolument extraordinaires. Voici le bal des rois du créateur de mode Paul Poiret, que l'on connaît notamment aujourd'hui particulièrement pour être en quelque sorte le rival de Gabrielle Chanel. Paul Poiret faisait des costumes absolument remarquables, il créait des bals avec des costumes superbes. Et donc voici notamment dans la revue Femina en 1923 l'image des plus beaux costumes de la soirée. Donc on peut retrouver par exemple la reine Victoria, le roi George et surtout ce monsieur, alors monsieur Magnier, qui est venu au bal dans son sarcophage. Tout habillé en tant que pharaon. Vous remarquerez en plus la présence de ce magnifique chameau sur le couvercle du sarcophage, le chameau n'étant apparu en Égypte qu'au 1er millénaire. Ces éléments-là sont effectivement dans le costume, mais ils vont très vite passer dans le costume quotidien. C'est ce qu'on va appeler la touche Toutankhamon, et les gazettes vont très vite s'en faire l'écho. Et vous voyez que le New York Times du 25 février 1923, nous sommes très proches de la découverte de la tombe, parle déjà de ces manteaux, de ces robes, avec justement des motifs de Luxor, ou alors directement, vous voyez, voilà, les splendeurs de la période de Toutankhamon. Et voici comment les robes vont se retrouver avec des petites ceintures, des grandes manches, des plissés. Parfois, il suffit juste de coudre comme ça des petits carrés de broderie qui reprennent quelques motifs égyptiens pour pouvoir avoir justement cette petite touche égyptienne. Ce qui me fait d'ailleurs furieusement penser aux petits éléments qu'on peut retrouver par exemple sur tous les tissus coptes. Vous avez par exemple ici une page du magazine The Sketch de juillet 1923 qui illustre justement les plus beaux atours des élégantes anglaises. Mais il y a également toutes les robes de soirée. Paul Poiret va également très vite prendre ce type de représentation. Le mieux étant de prendre une robe, un motif un petit peu plus géométrique, mais de mettre notamment, vous voyez, ce motif du scarabée au niveau des hanches, avec un grand drapé qui permet de reprendre toutes les robes type que l'on peut avoir au Nouvel Empire, c'est-à-dire à la période de Toutankhamon. Vous avez également ce type de photographie de petites robes du soir où on reprend des motifs géométriques, bien sûr le motif aussi, mine de rien, de la pyramide, plus ou moins effilé. Cela fait véritablement le bonheur des grandes gazettes de mode. Et vous avez comme ça la reprise effectivement de ces coiffures, de ces bijoux, de ces très grandes draperies. Vous avez ici ce dessin dans L'Art et la mode de 1924 avec ces dames qui s'interrogent « Pourquoi ne ferait-on pas un bal égyptien où toute la splendeur de cette époque serait évoquée ?» Il y a également un autre petit point qui, à mon sens aussi, a permis très largement la reprise de tous ces motifs, notamment dans la mode, c'est que vous êtes à un instant où les dames ont adopté la coupe à la garçonne. Et si l'on regarde effectivement dans la tombe de Toutankhamon, particulièrement les représentations de l'épouse de Toutankhamon, vous êtes aussi avec ces coupes très courtes, généralement vous voyez en carré plongeant, qui ont sans doute aussi permis de pouvoir comme ça plus facilement créer une sorte de lien entre la mode de Toutankhamon et la mode de ces années-là. Alors parfois la référence est extrêmement ténue, mais elle est bien présente. Voici ici un manteau de grand soir qui a été baptisé Sésostris par Paul Poiret.
Alors, ces ostris, mais quand on regarde bien, en fait, tout le motif que vous avez en broderie dorée est en fait un motif chinois. Et il me semble qu'effectivement, Paul Poiret avait sans doute déjà fait ce manteau avant, ou alors pile au moment où la tombe de Toutankhamon a été découvert, mais il a rajouté un tout petit détail qui, à mon sens, est très important, c'est que si vous regardez, voilà, tout simplement ce système de fermeture, eh bien ça ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau à l'élément qui fermait en fait les panneaux de la chapelle qui menait directement au sarcophage de Toutankhamon. C'est très ténu, mais cela expliquerait pourquoi ce manteau a reçu un nom égyptien et non pas chinois. On retrouve également ce type de manteau en soie avec toutes ces petites broderies à l'égyptienne. Il s'en vend beaucoup sur Internet. Vous avez également des plateformes qui vous permettent comme ça de récupérer certaines pièces originales des années 20. Ce manteau a été vendu il n'y a pas tellement longtemps. Et vous pouvez également retrouver voilà, ce type de robe avec les oiseaux, tous les motifs de lotus, les représentations des pyramides, les scarabées, ou alors des vestes, là encore reprenant avec des couleurs chatoyantes, tout un système de représentation égyptien. Pour compléter la tenue, vous pouvez également avoir des paires de gants de soirée ou alors beaucoup plus petits quotidiens. Vous avez notamment ceux-ci qui ont été présentés à l'Ashmolean d'Oxford, où vous avez comme ça le cartouche avec le nom de Toutankhamon directement sur les poignets. La reprise également des motifs égyptiens a connu son heure de gloire également dans la bijouterie. Bijouterie de luxe bien sûr, mais aussi bijouterie beaucoup plus simple. Également dans les années 20 et les années 30, c'est le moment où de nouveaux matériaux ont été employés, par exemple le celluloïd. Vous avez dans cette reprise l'idée d'utiliser les pierres les plus belles et les plus précieuses pour rappeler justement ce fameux trésor de Toutankhamon. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser de l'or, du lapis-lazuli ou de la cornaline, ce seront diamants, émeraudes, rubis ou encore saphirs. Vous avez par exemple ici cette paire de pendants d'oreilles du joaillier La Cloche, mais c'est également et surtout Cartier qui a très largement repris ces motifs égyptiens. Vous en avez beaucoup dans les gazettes pour illustrer voilà, ces nouvelles pièces qui commencent à sortir. Vous avez cette broche et ces boucles d'oreilles qui sont parues dans la gazette de Bonton. Et Cartier a conservé en bonne partie dans ses collections tous ces éléments qui ont été créés à la suite de la découverte de la tombe de Toutankhamon. On retrouve cette broche en diamant, ce joli scarabée qui peut servir aussi de boucle de ceinture pour pouvoir agrémenter sa robe de soirée. Vous allez avoir également ce type de pendule égyptienne qui reprend le profil d'un temple ou d'une porte et de temple égyptien, ou encore ce type de broche avec la fleur de lotus et tous ces grandes lignes qui permettent comme ça de créer quelque chose d'un peu flottant. Alors Cartier n'est pas le seul, il y a également Van Cleef & Arpels qui a fait toute une série également de très beaux objets, mais avec cette fois-ci beaucoup plus avancé les codes de la période Art déco, avec des lignes géométriques, la répétition de motifs, des contrastes quand même très, très tranchés. Et on retrouve comme ça ces petits personnages en train de jouer, en train de tenir des coupes ou en train tout simplement de faire de la musique. Et il y a également ces très grandes pièces qui partent aussi très souvent en vente, notamment ce grand collier sautoir qui a été vendu par Christie's en 1998 et qui fait directement écho à ces très grands colliers qui avaient été retrouvés dans la tombe de Toutankhamon et qui reprennent le même motif avec la fleur de lotus et les toutes petites pendeloques. On a parfois des pendants qui sont beaucoup plus modestes, entre guillemets, comme cette petite tête de pharaon des années 1920, qui là aussi avait été présentée à l'Ashmolean Museum. Alors, les grandes maisons ne sont pas les seules à reprendre aussi les bijoux égyptiens, et certains essayent véritablement de coller à ce qui a été trouvé dans la tombe. Vous avez ici une petite broche, Égyptomania en or jaune, avec des petits cabochons de pâte de verre, et elle reprend, bien sûr déformée par le bijoutier, cette superbe amulette de Toutankhamon qui représente son bas, c'est-à-dire sa capacité de déplacement. C'est exactement le même motif, mais retraité cette fois-ci de façon beaucoup plus petite et aussi un petit peu plus arrondi. D'autres accessoires également font directement référence à ce qui a été trouvé dans la tombe au fur et à mesure que les découvreurs faisaient sortir les objets. Vous avez ce très beau écran de plumes d'autruche teinté en marron qui date des années 1930, qui a été adjugé juste 90 € il y a quelques années et qui en fait reprend ce type d'éventail qui avait été trouvé dans plusieurs coffres et qui contenait qui avait encore sur eux les plumes d'autruche de l'Antiquité.
Alors bien sûr, vous avez la mode, mais il y a également la parfumerie. On ne compte plus le nombre de parfums égyptiens qui sont subitement nés suite à la découverte de Toutankhamon. Les maisons Ramsès, Bichara, Lubin, Caron vont adopter ce style égypto-antique ou vont permettre de relancer leur vente sur des pièces qui avaient déjà été considérées comme étant égyptiennes, tout en, entre guillemets, en surfant sur la vague égyptomaniaque. Mais bien sûr, il y a aussi le mobilier. Beaucoup de maisons vont essayer de vous refaire les pièces du mobilier trouvé dans la tombe. Vous avez par exemple ce type de chaise. Alors soit ce sont des chaises qui reprennent des motifs de différents éléments et qui tentent une synthèse, soit vous avez parfois de très très belles répliques et qui reprennent exactement les mêmes mesures et les mêmes ensembles. Alors vous avez ici des choses quand même plutôt simples. Vous pouvez aussi avoir quelque chose d'un petit peu plus clinquant. Comme ce trône qui reprend effectivement le trône doré, le célébrissime trône doré qui se trouve au musée du Caire et qui a été aussi vendu en 2013. Beaucoup de ces pièces ont servi pour créer un intérieur égyptomaniaque ou alors ont servi tout simplement pour le cinéma. Alors, si jamais vous voulez avoir un intérieur qui puisse correspondre avec votre mobilier, vous avez également tous les grands fabricants de tissus qui vont se mettre à faire des échantillonnages à motifs égyptiens. Vous avez tout un ensemble d'éléments qui sont conservés au Victoria and Albert Museum de Londres, où on vous refait ces couleurs en bleu, en jaune, en rouge, avec des pseudo-cartouches, des pseudo-profils d'oiseaux. La maison Pierre Frey avait également fait cette série de tissus avec impression, où vous avez l'image du pharaon en train de rendre hommage à une forme d'Horus. Et si vous ne pouvez pas acheter directement votre tissu, eh bien, il n'y a tout simplement qu'à le faire soi-même. Le Weldon's Beautiful Needlework Magazine vous propose des motifs égyptiens à broder soi-même pour pouvoir faire votre courte pointe, vos rideaux ou éventuellement votre tapis. Puisque nous sommes dans les années 20 et les années 30, le monde du spectacle a également très largement repris la découverte de Toutankhamon pour recréer ces grands spectacles avec une touche égyptienne. Voici une des grandes photos de la revue des Folies Bergères qui avait un tableau spécialement égyptien qui était intitulé « La légende du Nil », où on retrouve bien sûr tous les grands costumes, les némesses et les inévitables dames poitrines dénudées pour rappeler les charmes égyptiens. Mais il y a d'autres spectacles également qui ont très largement développé et utilisé la découverte de la tombe, et particulièrement un magicien qui portait également le nom de Carter, Charles Joseph Carter, et qui a choisi de s'appeler Carter the Great, pour pouvoir présenter un spectacle de magie où il lutte contre les forces du mal qui l'attaquent en tant que grand archéologue. Et bien sûr, entraîné par toute cette idée de mystère, de magie et de morts inexpliquées, vous allez avoir également en même temps toute une série de livres où Toutankhamon vous propose de trouver la bonne fortune en suivant ses enseignements. Des livres que l'on retrouve de temps en temps sur certains étals de bouquinisme, mais qui sont assez rares. Il y a également toute une série d'éléments qui vont toucher d'autres pays. Figurez-vous que point de balle et de grands dîners égyptiens, par exemple chez les Américains, mais une petite référence quand même assez sympathique, le chien du président Herbert Hoover s'appelait King Tut. Et donc vous avez le Toutankhamon voilà, dans les bras du président Hoover dans cette superbe photo qui se trouve aujourd'hui à la librairie du Congrès et qui se trouve sur le site internet de la Maison Blanche. Je vous ai mis également une référence au New York Times où on vous parle de tous ces éléments. Vous avez des chapeaux Toutankhamon, des curiosités Toutankhamon, des photographies Toutankhamon. Et ce soir, il y a une danse Toutankhamon et dont la pièce va être un Toutankhamon rag. Et effectivement, c'est aussi dans la chanson que Toutankhamon va avoir un succès absolument fou. On ne compte plus le nombre de chansons qui parlent de la découverte du temps de Toutankhamon, créant ainsi des danses qui vont se danser pendant des dizaines d'années dans tous les salons. Vous retrouvez ici tous les types de jaquettes possibles. Celle-ci est particulièrement intéressante où vous avez la reprise du motif égyptien du personnage en adoration devant cette jolie élégante des années 20, le chat faisant face au petit chien de madame. Et si certaines de ces représentations font effectivement la part belle à toute cette iconographie égyptienne et parfois reprend quelques petits éléments venus de la tombe de Toutankhamon, parfois certaines jaquettes sont extrêmement simples. On sent qu'effectivement, n'ayant pas sous la main certains objets issus de la tombe de Toutankhamon,
on reprend tout simplement l'iconographie traditionnelle, comme ici ce Toutankhamon Fox qui reprend en fait tout simplement l'image du pharaon sur son char en train de tirer une flèche, comme par exemple ici pour cette image de Ramsès II dans la bataille de Kadesh qu'on peut retrouver par exemple à Abydos ou bien au Ramesséum. Mais il y a aussi une chanson qui va avoir beaucoup de succès, c'est celle-ci, Old King Tut was a wise old nut, qui est sortie en 1923, dont nous avons d'ailleurs les enregistrements. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez pouvoir avoir l'enregistrement original de cette chanson. C'était bien sûr avant que l'on comprenne que Toutankhamon en fait était décédé très jeune, c'est-à-dire avant l'âge de 20 ans. Donc cette chanson n'était plus, entre guillemets, scientifiquement valable à la suite de l'autopsie de la momie. Et puis bien sûr, outre la musique, la littérature s'est emparée du personnage de Toutankhamon. Très vite, en 1923, vous avez ce livre, The Kiss of Pharaoh, The Love Story of Tutankhamon, qui a sans doute ravi nombre de lectrices, mais également Agatha Christie, qui a mis en scène Hercule Poirot dans une de ses grandes aventures, The Adventure of an Egyptian Tomb, que nous traduit en français l'aventure du tombeau égyptien ou la malédiction du tombeau égyptien, dans lesquels bien sûr on peut reconnaître à la fois Howard Carter, Lord Carnarvon et de mystérieuses malédictions qui tuent progressivement tous les membres d'une équipe qui sont en train de sortir de terre un pharaon égyptien. Alors, il y a bien sûr ces éléments-là, on ne peut plus classiques, mais mine de rien, Toutankhamon fait vendre absolument tout. On va avoir ainsi des boîtes à biscuits qui vont pouvoir reprendre comme ça ce type de motif égyptien. Et comme l'a très bien fait remarquer M. Jean-Marcel Imbert, vous avez par exemple ce type de céramique qui existait déjà auparavant, mais qui ont eu droit à une seconde jeunesse. Il a fallu tout simplement rajouter un petit tampon et l'idée Tutankhamun Treasures Luxor pour créer de nouveau une série B et vendre encore plus de céramique. Vous avez également ces types de cartes que l'on retrouvait dans les cigarettes Will qui permettaient tout en fumant de pouvoir développer sa culture générale avec toute une série de petites représentations issues de la tombe. Encore plus fort, Toutankhamon est aussi capable de vous vendre des fruits et légumes. Vous avez ainsi les petits pois King Tut, les citrons King Tut ou encore la rhubarbe King Tut. On imagine que cette qualité depuis plus de 3000 ans est fort importante. Il y a également l'hygiène, puisqu'effectivement vous avez par exemple une publicité pour le rectopambyline, c'est-à-dire un médicament pour soigner la constipation. Vous avez également le Dentol, voilà, pour un sourire éternel, et les dames peuvent également profiter du Lady Tut Talc pour avoir une peau absolument incroyable. Et que dire également de cette magnifique publicité pour la peinture laquée Robialac, qui permet à Toutankhamon de rester bien sûr extrêmement jeune. Alors, il y a aussi bien sûr le cinéma, La Momie du film réalisé par Khalfron en 1932 fait très largement référence à la tombe de Toutankhamon, comme les productions suivantes. Mais parfois Toutankhamon se cache dans certains détails. Par exemple le film, hop là, voilà, ici pour La Momie. Le film L'Égyptien de Michael Curtis, vous voyez ici cette jolie reine en train de se reposer. Vous avez en fait cette magnifique lampe qui sort de la tombe de Toutankhamon qui est une référence directe. Et bien sûr, Liz Taylor dans son bain avec ce magnifique petit bateau doré est en fait aussi une référence à tous ces bateaux en miniature qui se trouvent dans la tombe. Il s'agissait de la première vague, il y aura d'autres vagues. Et bien sûr, la seconde vague à partir des années 1960, lorsque le trésor de Toutankhamon, du moins une partie, va commencer une tournée mondiale. Vous allez en avoir beaucoup, par exemple à Paris. Certains d'entre vous se souviennent sans doute de toutes ces foules qui s'étaient déplacées au Petit Palais. Conséquence tout de même remarquable, et d'un point de vue purement capillaire, vous avez ici par exemple cette magnifique coiffure que les sœurs Carita proposaient lors de l'arrivée de Toutankhamon à Paris pour refaire le Némès. Vous avez aussi ce type de jouet, puisque les enfants également sont une cible particulière. Par exemple, ce petit jouet King Tut, où il faut essayer tant bien que mal de remettre le roi dans son tombeau, puisque effectivement, hop, la petite figurine a tendance à sauter. Chez les Américains, l'arrivée de King Tut va créer une vague sans précédent. Vous avez par exemple ici un char qui a été fait à Seattle pour pouvoir accueillir le roi Tut dans les règles. Et bien sûr, les Américains ne sont pas les derniers à créer de nouveaux spectacles. Vous avez cette chanson King Tut qui s'est hissée d'ailleurs en haut des charts pendant très longtemps, en 1978. C'était un sketch de Steve Martin dans le Saturday Night Live.
D'ailleurs, pour la petite information, il y a quelques années, des étudiants d'un collège en Angleterre ont voulu faire interdire ce sketch pour appropriation culturelle, et également parce que l'un des musiciens à l'arrière ayant la peau entièrement dorée, ils y voyaient un blackface. Voilà. Donc, heureusement, ça n'a pas eu de conséquences, le sketch est toujours là. Et puis bien sûr, le Lido, qui a créé également toute une série de spectacles avec plusieurs revues, notamment la revue Panache qui concernait un grand tableau égyptien avec la présence de Toutankhamon, vous voyez, avec un grand cercueil sur le côté. Et nous sommes évidemment dans une troisième vague en cours, puisque notre Toutankhamon est également venu il y a 2 ans, même 3 ans maintenant, à Paris. Là encore, les gens ont été au rendez-vous. Et on le remarque encore dans la mode. Voici l'une des dernières collections de Karl Lagerfeld qui faisait la part belle, notamment à l'Égypte ancienne et particulièrement au trésor de Toutankhamon. On retrouve avec les dorures, les rayures, ou encore cette jolie petite robe à corset qui fait directement référence à ce corselet qui avait été trouvé dans la tombe dans l'antichambre et qui reprend également ce motif d'orfèvrerie. Je terminerai notamment avec également toute cette reprise dans les jeux vidéo, ou notamment des jeux très récents, où vous devez combattre Toutankhamon pour pouvoir lever la malédiction. Et bien sûr, puisque nous sommes dans le monde des écrans, toute une série de films ou de séries de plus ou moins bonne qualité qui parlent soit de Toutankhamon lui-même, ceci date de 2015, soit de la découverte de la tombe de Toutankhamon qui a eu lieu en 2016. Par contre, certaines séries sont parfaitement oubliables. Vous avez des centaines et des centaines de titres de qualité parfaitement inégale. Et puis bien sûr, vous avez tout ce qui est disponible pour Toutankhamon. Une simple recherche dans un moteur quel qu'il soit vous permet d'avoir accès à des colis fichiers, à un MS, à un superbe maillot de bain avec la tête de Toutankhamon, papier peint, t-shirt et autres petits éléments. Il reste enfin, pour terminer, de montrer aussi que Toutankhamon est une figure incontournable en Égypte, et notamment avec tout ce mouvement national que l'on retrouve un peu partout. Vous avez à la fois toutes ces publicités, cette petite image de Toutankhamon qui a servi de mascotte officielle pour la Coupe d'Afrique de football de 2019. Il est également présent dans beaucoup de films égyptiens, et vous pourrez notamment en apprendre bien plus bientôt à Marseille avec l'exposition Pharaon Superstar qui ouvrira en juin prochain. Et pour terminer, je vous montre juste cette dernière image pour pouvoir rattacher quand même Toutankhamon à Montpellier. Il faut dire que nous avons un très grand professeur dans notre département qui est de loin très attaché à la figure de Toutankhamon puisqu'il y a écrit un livre de référence et vous l'avez sans doute pu le voir sur Arte dans un très beau documentaire qui parle des derniers secrets de Toutankhamon. Documentaire qui est un peu plus nécessaire quand on voit le nombre de pseudo-documentaires que l'on peut retrouver sur des chaînes secondaires et qui préfèrent donner la part belle à la pseudo-malédiction plutôt que sur toutes les avancées que nous pouvons retrouver au fur et à mesure. Donc, la Toutmania n'est pas morte, elle a encore de très beaux jours devant elle. En fait, elle se réactive progressivement, tout le temps. Il y a comme ça cette espèce d'engouement général qui ne s'est n'a jamais failli. Toutefois, il faut toujours me faire remarquer que Toutankhamon reste quand même pour nous un illustre inconnu. Nous ne savons pas ce qu'il pensait, toute sa personnalité nous échappe à bien des égards, mais il est devenu, chose assez ironique, alors qu'il était condamné à un silence et à être oublié, il est devenu la référence absolue, effaçant les Sésostris ou les Amenémates qui étaient pourtant les figures les plus connues pendant la Renaissance. De ce fait, égyptologie et égyptomanie œuvrent vraiment de conserve. Elles sont complètement différentes, elles n'ont pas du tout les mêmes enjeux, mais elles sont vraiment nécessaires l'une à l'autre. De ce fait, l'égyptomanie serait ainsi un peu comme une petite sœur de l'égyptologie, souvent bruyante, très haute en couleur, mais parfois attachante et surtout pleine de surprises. Je vous remercie.